La corde rugueuse mordait plus profondément dans ses poignets que n'importe quelle lame. Il était prisonnier, un soldat buffle en territoire ennemi, attendant l'aube et le nœud coulant. Mais la porte de sa cellule s'ouvrit pour révéler non pas un bourreau, mais une femme apache d'une beauté désolée, sa silhouette élancée, empreinte d'une féroce résilience. Les gardes ne firent aucun mouvement pour l'arrêter. Elle s'approcha, le silence de la pièce rompu seulement par le bruit de ses mocassins sur la pierre. Elle le regarda, un accord tacite passant d'entre eux. Et puis elle parla. Sa voix non pas une supplique, mais un ordre. « Donne-moi un fils. » Les mots restèrent suspendus dans l'air froid et poussiéreux de la cellule du fort. Une absurdité enveloppée dans un ordre. Le caporal Elias Thorne, ancien du 10e de cavalerie, dévisagea la femme. Il avait passé les 3 derniers jours à cataloguer ses regrets. Un inventaire amer d'une vie vécue selon un code qui était sur le point de le faire tuer. Il avait suivi les ordres du Major Croft, un homme dont l'ambition était un cancer pour l'uniforme, et s'était retrouvé le bouc émissaire d'un massacre qu'il avait tenté d'empêcher. La cour martiale improvisée avait été une farce, le verdict écrit avant même que le premier témoin ne mente. Et maintenant, ceci, une dernière, cruelle plaisanterie avant la fin. Il testa à nouveau les cordes, les fibres de chanvre grinçant contre sa peau à vif. Elles étaient nouées avec une main d'un expert. Il n'irait nulle part. Si vous pensez que l'honneur d'un homme est tout ce qu'il possède vraiment, même face à la potence, dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Madame, la voix d'Elias n'était qu'un râle sec, craquelé par la soif et le manque d'usage. Je crois que vous vous êtes trompé de cellule. L'expression de la femme ne changea pas. Son visage était un masque de chagrin stoïque. Les pommettes hautes, peintes de 2 lignes horizontales d'ocre rouge, une marque de dessin solennel. Une unique pépite de turquoise pendait à une oreille, une touche de couleur vive dans la pénombre sinistre de la cellule. Elle était mince, oui, mais c'était la maigreur d'une louve, tout en air et en volonté. Ce n'était pas une victime. C'était le pouvoir, dépouillé de tout confort. « Il n'y a pas d'erreur, soldat », dit-elle son anglais précis, portant la plus légère trace d'une langue née des canyons et du vent. « Je suis Nita, veuve du chef Morningstar, et vous êtes l'homme qu'ils appellent le buffle noir, celui qui a rompu la formation à Willow Creek pour se tenir entre ces hommes et nos femmes. » Elias tressaillit. Le souvenir était une blessure fraîche. Les ordres de Croft avaient été clairs, ne laisser aucun témoin. Elias avait refusé. Il avait défié du regard son propre lieutenant, sa carabine une ligne ferme tracée dans la poussière, et avait permis aux femmes et aux enfants de fuir pendant que la bataille faisait rage. C'était l'acte qui avait scellé son destin, l'accusation d'insubordination que Croft avait transformée en trahison. C'était le souvenir d'avoir bien agi. Un choix qu'un vieux sergent lui avait dit un jour, être le seul qui laissait un homme dormir la nuit. Ce sergent avait été un homme bon, d'une autre époque, d'une autre armée. Elias n'avait pas dormi depuis une semaine. « Ça ne répond pas à ma question, dit-il, plissant les cieux. Que voulez-vous? Un homme mort. » « Je ne veux pas d'un homme mort, » déclara Nita en faisant un pas de plus. L'odeur de la sauge et du chagrin émanait d'elle. « Je veux l'homme qui a fait preuve d'honneur, quand son propre chef n'en avait aucun. Mon peuple est brisé, dispersé. Depuis la chute de Morningstar, nous n'avons plus d'avenir. Notre conseil est paralysé par le deuil. Nos guerriers ont perdu leur cœur. » Elle s'arrêta, ses yeux sombres plongeant dans les siens, cherchant quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Une ancienne prophétie dit que, à notre heure la plus sombre, un nouveau chef viendra. Un fils, né de la veuve du grand chef, engendré par un guerrier d'une force impossible. Un qui se dresse seul, même contre sa propre tribu. Une vie forgée des cendres de 2 peuples mourants. Elias laissa échapper un rire court et amer. « Une prophétie. Vous êtes venu ici voir l'homme qui a combattu votre mari à cause d'une histoire racontée autour d'un feu. »« Je suis venu ici, » l'interrompit-elle, sa voix baissant, tranchante comme de la glace, « parce que j'ai fait un accord avec l'homme qui commande ce fort, le Major Croft. » Le nom le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Elias se figea. Le monde se rétrécit à l'espace entre lui et cette femme. Il le vit alors, la forme terrible et brillante de son plan. Il ne s'agissait pas de prophétie, pas vraiment.
Il s'agissait de survie, la survie d'une communauté. Elle utilisait les outils de son ennemi contre eux. C'était une stratégie née du désespoir, une seconde chance arrachée aux mâchoires de l'extinction. Ils veulent les terres d'argent, au sud de la crête noire, continua Nita, sa voix plate, dénuée d'émotion. Il ne peut pas les prendre tant que mon peuple résiste encore, aussi dispersé soit-il. Un traité est impossible. Mais si les Indiens n'affrontent plus la colonne d'argent, Les Apaches ont un nouveau chef, un enfant qui pourrait être influencé, guidé par un conseil favorable aux intérêts du Major. Il obtient son argent, termina Elias, le goût amer de la compréhension lui inondant la bouche. Et vous obtenez un fils pour rallier votre peuple, un symbole, un avenir, le corrigea-t-elle, la première lueur d'émotion brute apparaissant dans ses yeux. Et vous, soldat, vous obtenez la vie. L'offre était aussi crue et brutale que la terre elle-même. Sa vie, sa liberté, en échange d'un acte qui ressemblait à une profanation de tout ce qu'il était. Il serait utilisé, un outil, pour créer un enfant qui serait un pion politique, son propre héritage, un mensonge murmuré dans une langue qu'il ne comprenait pas. Et pourtant, l'alternative était le grincement d'une corde, le craquement d'un coup, son corps laissé à gonfler sous le soleil de l'Arizona. Il pensait à sa mère, à la façon dont ses lettres parlaient toujours de recommencer, de comment chaque jour pouvait être un nouveau départ si un homme était assez courageux pour le décider. Ce n'était pas le nouveau départ qu'elle avait imaginé. « Et si je refuse ?» dit-elle, son regard inflexible. « Alors le soleil se lèvera, et le Major Croft aura sa pendaison, et mon peuple s'effacera dans la mémoire. Nous mourrons tous, soldats. Le choix qui s'offre à vous est de savoir si votre mort signifiera quelque chose. » Le poids de cette décision l'écrasa, plus lourd que ses chaînes. C'était un choix entre son honneur et sa vie, entre son passé et un avenir qu'il ne pouvait absolument pas imaginer. Il la regarda, la résilience féroce et intacte de sa silhouette élancée, le fardeau écrasant d'une nation qu'elle portait sur ses épaules. C'était une chef, faisant ce que les chefs doivent faire, des choix impossibles pour le bien de sa communauté. Il vit un miroir de son propre dilemme dans ses yeux. Le bruit lourd de bottes approcha de la porte de la cellule. La voix d'un garde rude et impatiente retentit. Le temps est écoulé. Nita ne détourna pas le regard. Ses yeux restèrent fixés sur les siens, attendant. Elias Thorne, qui avait affronté la mort une douzaine de fois sur le champ de bataille, ressentit une nouvelle sorte de peur. C'était la peur d'un choix qui redéfinirait son âme. Il prit une lente et profonde inspiration, la poussière et le désespoir de la cellule emplissant ses poumons une dernière fois. « Je le ferai, » dit-il, sa voix basse mais claire. « Mais à une condition. » Le garde tripota les clés à la porte. L'expression de Nita resta illisible, mais il vit une lueur de quelque chose dans ses yeux, de l'intrigue. « Vous me direz la vérité, » dit Elias, tirant sur ses liens, non pour les briser, mais pour rencontrer son regard avec toute la force qui lui restait. Pas la prophétie que vous racontez à vos anciens, ni le mensonge que vous dites au Major. Vous me direz votre plan. Qu'arrive-t-il à cet enfant, et à vous, après mon départ ? La clé tourna dans la serrure. La lourde porte gémit en s'ouvrant. Nita soutint son regard un long moment, une négociation silencieuse passant entre deux guerriers de mondes différents. Un petit hochement de tête, presque imperceptible, fut sa seule réponse. « Vous le saurez, » murmura-t-elle, « quand le soleil se lèvera, si vous êtes encore en vie. » Les gardes entrèrent, leurs visages sombres. Ils déverrouillèrent ses chaînes du mur, mais pas celles de ses poignets. Ils le firent tourner dans un couloir silencieux, éclairé par des torches, loin de la cour, loin de l'aube, vers les quartiers des officiers et un destin plus compliqué que la mort. La pièce n'était pas une cellule, mais une cage dorée. Un lit avec un matelas de crin, une couverture en laine propre et une petite table sur laquelle reposait une cruche d'eau. Un luxe inimaginable après la saleté de la palissade. Elias Thorne comprit immédiatement la psychologie de la chose. Ce n'était pas un geste de bonté, c'était un moyen de le déstabiliser, de lui rappeler ce que la vie pouvait être juste avant de la lui reprendre. Il s'assit sur le bord du lit, les poignets encore endoloris par les cordes, et attendit.
Il n'attendit pas longtemps. Nita entra sans frapper, se déplaçant avec la même grâce silencieuse qu'auparavant. Elle portait un plateau avec du pain, de la viande séchée et une tasse de café fumant. Elle le posa sur la table, un geste simple, qui était à la fois une action de soin et une affirmation de contrôle. « Le Major Croft est généreux avec les hommes qu'il compte utiliser, » dit Elias, sa voix plus forte maintenant. « Un chien bien nourri et plus docile, » répondit-elle sans la moindre trace d'ironie. Elle ne s'assit pas, elle resta debout, l'observant. « Vous avez posé une question. Vous vouliez connaître mon plan, la vérité. C'était la condition, confirma-t-il, les yeux fixés sur elle, ignorant la nourriture. Elle hocha la tête, un mouvement lent et délibéré. La vérité est une chose dangereuse, soldat. Elle a un poids. Mon peuple a appris il y a longtemps qu'une vérité dite trop tôt peut tuer plus sûrement qu'une flèche. J'ai affronté les flèches, rétorqua Elias. Affrontez-moi avec la vérité. Vous m'avez demandé de créer une vie. Je ne le ferai pas aveuglément. Ce fut la bonne réponse. Il vit un changement dans sa posture, un relâchement presque imperceptible de la tension dans ses épaules. Elle avait passé sa vie à évaluer les hommes, à déceler la faiblesse derrière la bravade. Elle voyait maintenant un homme qui ne se battait pas seulement pour sa propre peau, mais pour une parcelle d'honneur dans un monde qui l'avait dépouillé de tout. La prophétie est réelle, commença-t-elle. Mais les prophéties ne sont pas des destins écrits dans la pierre. Ce sont des chemins, des possibilités. Croft ne voit qu'un enfant métis, un symbole faible qu'il peut manipuler pour s'emparer de nos terres. Il pense que le conseil des anciens le guidera, et que lui guidera le conseil. Il a tort. Elle fit quelques pas dans la petite pièce, son énergie la faisant paraître plus grande. Notre peuple est divisé. Et vous, demanda Elias doucement, quel est votre rôle dans tout ça, au-delà d'être la mère? Je serai la régente, dit-elle, le mot lourd de pouvoir et de solitude. Je guiderai le conseil. J'enseignerai à mon fils. Je parlerai avec la voix de son père, mais avec la sagesse que j'ai acquise dans la défaite. Et je négocierai avec Croft, lui donnant de petites victoires, des morceaux de terre sans valeur, pour gagner du temps. Des années, le temps dont nous avons besoin pour redevenir forts. Il comprit enfin. C'était un acte de création à plusieurs niveaux. La naissance d'un enfant, la renaissance d'une nation. Il ne serait pas seulement le père d'un fils, il serait l'étincelle d'une rébellion qui s'étendrait sur 20 ans. Il se leva, le mouvement lent, mesuré. Il se tenait à quelques centimètres d'elle, la différence de taille et de masse entre eux frappante. Lui, une montagne de muscles forgés par la guerre, elle, une lame effilée, tout en résilience et en volonté inflexible. « Et après » demanda-t-il, sa voix un murmure. « Qu'adviendra-t-il de moi ? Croft vous a promis la liberté, un cheval, des provisions et un sauf-conduit jusqu'à la frontière. Il tiendra parole. Un homme mort ne peut pas parler. Une fois que vous serez disparu, l'histoire sera telle que nous l'écrirons. » Il y avait une finalité dans ses paroles, une acceptation que son rôle était temporaire, un moyen pour une fin. Pour elle, il était un fantôme déjà parti. Il aurait dû sentir du soulagement. Au lieu de cela, une étrange mélancolie s'installa en lui. Avoir un but, même pour une seule nuit, était une chose puissante. Il tendit ses mains liées. Alors le marché scellé. Nita ne recula pas. Elle posa ses mains sur les siennes, ses doigts fins et froids sur ses poignets meurtris. Il n'y avait ni passion ni luxure dans ce contact. C'était un sceau,
un accord entre deux souverains de royaumes brisés. C'était la chose la plus intime qu'il ait jamais ressentie. Elle ne le conduisit pas au lit, elle s'agenouilla sur la couverture de laine, un geste qui n'était pas une soumission, mais une invitation à un rituel. Il la suivit, le matelas de crin s'affaissant sous son poids. La pièce était froide, mais là où leur peau se touchait, une chaleur s'éleva, une énergie née non pas du désir, mais d'un dessein partagé. Ce n'était pas l'acte d'un homme et d'une femme, c'était la fusion de deux héritages, le sacrifice silencieux pour un avenir que ni l'un ni l'autre ne verraient peut-être jamais pleinement. Leurs corps se rapprochèrent dans l'obscurité, non pas pour le plaisir, mais pour forger une arme vivante dans le silence du fort de leur ennemi commun. Le lendemain matin, un soldat au visage frais, pas plus âgé que 19 ans, apporta un plateau avec de la vraie nourriture, des œufs, du lard et du pain chaud. Elias mangea en silence, le goût de la nourriture presque étranger, après des jours de quasi-famine. Nita était partie avant l'aube, sans un mot d'adieu. L'accord était rempli. Maintenant, il n'était plus qu'un détail à régler, une pièce à retirer de l'échiquier. 1 heure plus tard, le lieutenant du major Croft entra. Il s'appelait Hastings, un homme au sourire facile et aux yeux froids comme la mort. Il ne prit même pas la peine de fermer la porte. « Le major m'envoie vous transmettre ses félicitations », dit Hastings avec un rictus. « Votre service à la couronne, pour ainsi dire. Votre cheval sera prêt à la tombée du nuit. Vous partirez vers le sud. Ne vous arrêtez pas avant d'avoir atteint le Mexique. Compris ?» Il tendit ses mains liées. Alors, le marché est scellé. Nita ne recula pas. Elle posa ses mains sur les siennes, ses doigts fins et froids sur ses poignets meurtris. Il n'y avait ni passion ni luxure dans ce contact. C'était un sceau, un accord entre deux souverains de royaumes brisés. C'était la chose la plus intime qu'il ait jamais ressentie. Elle ne le conduisit pas au lit. Elle s'agenouilla sur la couverture de laine. Un geste qui n'était pas une soumission, mais une invitation à un rituel. Il la suivit, le matelas de crin s'affaissant sous son poids. La pièce était froide, mais là où leur peau se touchait, une chaleur s'éleva, une énergie née non pas du désir, mais d'un entendement partagé. Ce n'était pas l'acte d'un homme et d'une femme. C'était la fusion de deux héritages, le sacrifice silencieux pour un avenir que ni l'un ni l'autre ne verraient peut-être jamais. Leur corps se rapprocha dans l'obscurité, non pas pour le plaisir, mais pour forger une arme vivante dans le silence du fort de leur ennemi commun. Le lendemain matin, un soldat au visage frais, pas plus âgé que 19 ans, apporta un plateau avec de la vraie nourriture, des œufs, du lard et du pain chaud. Elias mangea en silence, le goût de la nourriture presque étranger après des jours de quasi-famine. Nita était partie avant l'aube, sans un mot d'adieu. L'accord était rempli. Maintenant, il n'était plus qu'un détail à régler, une pièce à retirer de l'échiquier. 1 heure plus tard, le lieutenant du major Croft potra. Il s'appelait Hastings, un homme au sourire facile et aux yeux comme la mort. Il ne prit même pas la peine de fermer la porte. « Le major m'envoie vous transmettre ses félicitations », dit Hastings avec un rictus. « Votre service à la couronne, pour ainsi dire. Votre cheval sera prêt à la tombée de la nuit. Vous partirez vers le sud. Ne vous arrêtez avant d'avoir atteint le Mexique. Compris ?»« Compris. » Hastings s'attarda sur le seuil, faisant tourner son chapeau dans ses mains. « C'est une sacrée chance que vous avez là, Thorne, de la potence à la liberté. Le major est un homme d'une grande pragmatisme. Il obtient ce qu'il veut, et il s'assure que les choses restent bien en ordre. » Il fait une pause, ses yeux se posant sur Elias avec une intensité calculée. La veuve Apache aussi, elle obtient ce qu'elle veut. Mais une femme seule avec un enfant, c'est une position précaire. Elle aura besoin de protection, d'une direction. Le major s'assurera qu'elle l'obtienne. Le message était clair comme de l'eau de roche. Croft n'avait aucune intention de laisser Nita ou l'enfant hors de son contrôle. Le traité était une farce, la régence de Nita serait une marionnette, et Elias, le témoin de l'accord, était un danger.
Sa liberté ne durerait que jusqu'à la première embuscade sur la piste du sud. Elias hocha simplement la tête, gardant son visage impassible. « Transmettez mes remerciements au major. » Le lieutenant sourit, satisfait, et s'en alla. Elias attendit que le bruit de ses bottes s'étampisse. Il se leva et se dirigea vers la petite fenêtre barrée qui donnait sur la cour du fort. Il vit Nita, qui parlait avec un ancien près de la porte principale. Elle se préparait à partir. Il vit aussi 2 éclaireurs, des hommes connus pour leur loyauté à Croft, qui préparaient leurs chevaux non loin. Il ne la suivait pas. Pas encore. Il réalisa alors la pleine mesure du piège. Sa mort assurerait le silence. L'enfant, sous le contrôle total de Croft, fracturerait les Apaches au lieu de les unir. Croft n'obtiendrait pas seulement les terres d'argent, il obtiendrait une guerre civile Apache qu'il pourrait écraser à sa guise. Il se retourna vivement lorsque le jeune soldat, qui avait apporté son petit déjeuner, revint chercher le plateau. Le garçon le regarda avec un mélange de peur et de curiosité. Elias le fixa du regard, prenant une décision. « Soldat, quel est votre nom ?»« Private Miller, monsieur, » balbutia le garçon. « Miller, » dit Elias, sa voix basse et urgente. « L'homme qui vous a appris à vous battre, il vous a aussi appris la différence entre un ordre légal et un meurtre ?» Le garçon blêmit. « Écoutez-moi attentivement, » continua Elias. Il déchira un petit morceau de tissu de sa manche de chemise. « Il y a un vieil homme qui pêche près du coude de la rivière, à 1 mille à l'est d'ici. Un Apache. Donnez-lui ceci. Ne dites rien, donnez-lui juste ceci. Faites-le, et vous aurez sauvé plus de vies que vous ne pouvez l'imaginer. » Il pressa le petit morceau de tissu dans la main tremblante du garçon. Ce n'était rien, juste un bout de fil. Mais pour les guerriers de Nita cachés dans les collines qui l'attendaient, ce serait un signal. Le signal que l'accord était rompu. Le signal que leur ennemi n'était pas l'armée, mais le major lui-même. Le soldat Miller regarda le tissu, puis le visage d'Elias, son cœur battant la chamade. Il hocha de la tête, une seule fois, et sortit rapidement de la pièce. Elias Thorne se retourna vers la fenêtre. Il avait scellé son destin. Il ne partirait pas au Mexique. Il ne verrait même pas la fin de la journée. Mais il ne mourrait pas en tant que pion. Il mourrait en tant que guerrier, protégeant la seule chose qui lui restait, l'avenir qu'il avait aidé à créer. Le crépuscule saignait sur les murs du fort, peignant la palissade de teintes orangées et violettes. Le moment de l'exécution d'Elias s'approchait, non pas sur une potence publique, mais dans une ruelle sombre, sur une piste solitaire. Le lieutenant Hastings revint, flanqué de 2 caporaux au visage dur comme la pierre. Ils ne lui apportèrent pas de cheval, ils lui apportèrent ses chaînes. « Changement de plan, Thorne », dit Hastings avec un sourire narquois. « Le major a décidé que votre départ devait être plus discret. Nous allons vous escorter personnellement. » Elias ne dit rien. Il laissa les hommes lui enchaîner les mains devant lui. Chaque cliquetis de métal était 1 seconde de moins. Il avait placé sa foi dans un jeune soldat au visage honnête. Un pari insensé contre la puissance d'un major de l'armée américaine. C'était le genre de pari qu'un homme sans rien à perdre pouvait faire. Il pensa à ce vieil adage que les anciens combattants aimaient répéter. Il y a un temps pour la stratégie et un temps pour la foi aveugle. Il semblait que son temps pour la stratégie était révolu. Ils le firent sortir par une porte dérobée, dans le silence grandissant de la nuit du désert. L'air était frais, porteur de l'odeur de la poussière et du danger imminent. Au lieu de se diriger vers les écuries, ils le menèrent vers la poudrière, un petit bâtiment en pierre isolé du reste du fort, l'endroit idéal pour qu'un coup de fouet ressemble à un accident. À l'intérieur, la pièce était froide et sentait le soufre. Hastings sortit son revolver, le canon brillant à la lumière d'une seule lanterne. « C'est ici que votre chemin s'arrête, caporal. Le major vous remercie pour votre contribution. » Elias regarda Hastings droit dans les yeux, son esprit courant à toute vitesse. Il n'avait aucune arme, ses mains étaient enchaînées. Il n'avait que son corps et la faible lueur d'espoir que son message ait été délivré. C'était une situation impossible, mais il avait passé sa vie à survivre à des situations impossibles. « Dites au major, » commença Elias, sa voix basse et régulière, « que les dettes ont une façon de se faire payer. » Hastings leva son revolver, son sourire s'élargissant. « Et la vôtre est due maintenant. »
Le coup de feu ne vint pas du revolver de Hastings, il vint de l'extérieur, un craquement sec et puissant d'un fusil Sharps qui fit voler en éclats le cadre de la porte. Simultanément, une flèche siffla à travers la fenêtre ouverte et se planta dans la gorge d'un des caporaux avec un bruit sourd et humide. L'homme s'effondra sans un cri, se noyant dans son propre sang. Hastings se retourna, le visage déformé par la panique, et tira sauvagement dans l'obscurité. Le deuxième caporal, saisissant son fusil, se précipita vers la porte, pour être accueilli par la silhouette d'un guerrier apache qui l'abattit avec un tomahawk. L'attaque fut si rapide, si brutalement efficace, qu'elle était terminée avant même que les échos du premier coup de feu ne se soient tus. Elias n'attendit pas. Au moment où Hastings se retourna vers lui, il se lança en avant, utilisant ses chaînes comme une arme. Il les fit passer par-dessus la tête du lieutenant et tira de toutes ses forces. Hastings suffoqua, ses doigts griffant le métal. Elias utilisa tout son poids, toute sa fureur contenue, et projeta l'officier contre le mur de pierre. La tête de Hastings heurta les pierres avec un bruit sourd et craquant, et il s'effondra, inerte. Le silence retomba, épais et lourd. Elias se tenait debout, le souffle court, au milieu du carnage. La porte s'ouvrit, et Nita entra. Elle n'était plus la veuve en deuil, elle était une chef de guerre. Elle tenait un fusil à la main, ses yeux balayant la pièce avec une évaluation rapide et froide. Derrière elle se tenaient 3 de ses guerriers les plus loyaux, leurs faces peints pour la bataille. « Le garçon a délivré le message », dit-elle simplement. C'était tout l'éloge qu'elle accorderait. Un de ses guerriers s'avança et d'un coup de hache bien placé, brasa les chaînes d'Elias. Le métal se sépara avec un bruit sec. Elias massa ses poignets, le sang recommençant à circuler. « Croft » demanda-t-il. « Mon meilleur archer a une flèche qui attend sa fenêtre, » dit Nita. « Nous attendions de savoir si vous seriez de notre côté. » C'était ça. Le test final. Sa vie n'avait pas été sauvée par pitié. Elle avait été sauvée en tant qu'atout stratégique. Il aurait dû être en colère. Au lieu de cela, il ressentit un étrange sentiment de respect. C'était la loi du désert. La survie. Avant tout. Ils ne restèrent pas pour voir Croft tomber. Leur mission n'était pas la vengeance, mais la fuite. Nita et ses guerriers se fondirent dans la nuit, se déplaçant avec une vitesse et une furtivité qu'Elias pouvait à peine égaler. Ils atteignirent un canyon caché, où des chevaux les attendaient. Alors qu'ils montaient, Nita se tourna vers lui. « Le chemin vers le Mexique est dangereux, dit-elle. Mes guerriers peuvent vous guider. » Elias regarda vers le sud, vers la frontière et une vie d'anonymat. Puis il regarda vers le nord, vers les montagnes où le peuple de Nita se rassemblait. Il pensa à une vie en fuite, toujours à regarder par-dessus son épaule. Et il pensa à une vie avec un but, à se battre pour quelque chose de plus grand que sa propre survie. Il pensa à un enfant qui allait naître, un enfant qui porterait une partie de lui. « Mon chemin n'est plus vers le sud, » dit-il, sa décision prise. Il ne savait pas si c'était de la sagesse ou de la folie, mais il savait que c'était la vérité. Il avait cherché une seconde chance, et l'univers lui en avait donné une, sous la forme la plus inattendue qui soit. Je ne sais peut-être pas comment être un père, mais je sais comment être un soldat. Votre fils aura besoin de quelqu'un pour lui apprendre à se battre. Nita le regarda longuement, à la lumière de la lune, son visage une carte de secrets et de possibilités. Elle ne sourit pas, mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit. La prophétie parlait d'un guerrier qui se tenait seul, même contre sa propre tribu. Elle n'a jamais dit de quelle tribu il s'agissait. Elle fit tourner son cheval et se dirigea vers les montagnes. Elias la suivit, laissant derrière lui son nom, son passé et le pays qu'il avait autrefois servi. Des années plus tard, dans les hautes montagnes, un jeune garçon à la peau de bronze et aux yeux intelligents apprenait à bander un arc. Il était grand pour son âge, avec la force tranquille de son père et la volonté de faire de sa mère. Son peuple l'appelait Shaiton, qui signifie « faucon ». Ils étaient redevenus une nation, non pas en combattant, mais en étant plus malins, en survivant, en prospérant dans les endroits que l'homme blanc avait jugés sans valeur. Elias Forn, maintenant connu seulement sous le nom de « celui qui est resté », observait depuis le rebord d'une falaise. Il n'était ni apache ni américain, il était simplement un protecteur. Il n'avait jamais réclamé le garçon comme étant le sien, et Nita ne l'avait jamais offert. Leur accord était une chose silencieuse et sacrée.
un secret partagé qui avait donné naissance à un avenir. Il était le gardien silencieux du garçon, son professeur, son ombre. Nita s'approcha de lui, le silence confortable entre eux étant le fruit d'années de respect mutuel. Les éclaireurs signalent que les hommes du chemin de fer se rapprochent de la rivière Noire, dit-elle. Alors nous nous déplacerons vers le nord, répondit-il sans hésitation. Ils se tenaient là, côte à côte, regardant leur fils, leur chef, leur avenir. Elias n'avait pas gagné une tribu au sens où un conquérant le ferait. Il l'avait gagnée en y renonçant, en la servant, en devenant une partie de quelque chose de plus grand que lui-même. Il avait reçu une vie qu'il n'aurait jamais pu imaginer, non pas en prenant, mais en donnant. Il avait appris la plus grande leçon du désert. Parfois, la seule façon de trouver sa place dans le monde est de protéger celle de quelqu'un d'autre. Et dans ce sanctuaire montagneux, sous le regard vigilant d'un faucon planant au-dessus, il avait enfin trouvé la paix.